Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière session dans le track tech. Attendons quelques secondes jusqu'à ce que vous vous installez. Et bienvenue à tous. Petit sondage pour commencer. Qui a déjà développé un petit agent assez simple avec du function calling? Oui, allez-y, allez-y. OK, très bien. Alors, qui a développé un agent avec des modèles ouverts, avec des open models comme du Mistral, du Llama, du Qwen? Super. De quelle taille? À peu près des small language models en dessous de 10 millions 10 milliards de paramètres? Mistral 7B, Qwen? Très bien, super. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet en particulier. On va parler des agents et on va parler des small language models, donc des open models qui sont assez petits, qui peuvent être hébergés et servis à partir de petites machines de type CPU pour des cas d'usage qui sont agentiques, dans lesquels on peut utiliser du function calling ou intégrer des agents et des LLM avec des systèmes d'information. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, donc désolé. Donc, je m'appelle Oussama, je suis Solutions Architect, spécialiste sur les sujets IAML chez AWS. Je travaille principalement avec des clients sur les sujets sur l'inférence, donc l'hébergement et le déploiement de large language models, mais également des small language models sur AWS. Donc, avant de commencer la discussion sur les small language models, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des agents et de la définition d'un agent. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'agent est le buzzword du moment, mais les agents sont principalement des systèmes qui sont non déterministes. Ça veut dire qu'on ne connaît pas auparavant l'ordre d'exécution de l'agent et l'usage des outils que l'agent a à sa disposition. D'accord? Donc l'agent est un système logiciel qui utilise l'IA comme un moteur de raisonnement pour planifier et accomplir des objectifs pour des humains ou pour des systèmes. OK? Donc un agent est très différent d'un workflow, parce que le workflow est déterministe et on sait déjà ce qu'on va faire et on connaît déjà l'ordre d'exécution. Par contre, dans l'agent, sachant que c'est un système qui est non déterministe, on ne sait pas auparavant comment l'agent va s'exécuter, l'ordre qu'il va suivre pour atteindre l'objectif qui est prévu. Voilà. Donc, un agent utilise un large language model ou un language model, si vous voulez, pour raisonner sur l'objectif qui est prévu par le système ou par l'humain. Il va regarder les outils et le contexte qu'il a à sa disposition. Il va sélectionner un outil ou une donnée qu'il a à sa disposition. Il va l'exécuter et puis il va regarder le résultat et raisonner sur le résultat pour voir s'il a atteint l'objectif ou pas. OK? Donc maintenant, on va parler des small language models. On va focaliser du coup sur les small language models qui sont ouverts, qui sont les open weight. Donc les small language models en général sont des language models qui peuvent être hébergés et servis à partir de machines typiques comme des machines mono GPU ou des machines même CPU. Et c'est ce que Julien va vous montrer dans la deuxième partie de cette session. Et en général, on voit que les small language models d'aujourd'hui, selon des acteurs comme NVIDIA, sont des modèles qui ont à peu près moins de 10 milliards de paramètres. On peut citer des modèles comme AFM Darcy, ou Qwen 3, ou Qwen 2.5, ou Llama, ou Mistral 7B, par exemple, qui sont en dessous de 7 milliards de paramètres. En général, avec ces LLM, ces SLM principalement, on voit une latence qui est moins élevée parce que quand l'agent est du coup quand le modèle est plus petit, sa taille est plus petite et du coup la latence va être moins élevée. Et quelques exemples typiques, donc AFM que Julien va vous démontrer aujourd'hui, Qwen, l'architecture Qwen, l'architecture Llama, l'architecture Mistral, mais également Amazon Nova, qui sont les modèles propriétaires d'Amazon sur Amazon Bedrock. Ensuite, donc on a vu effectivement avec l'avancement des small language models que les nouveaux small language models qu'on voit aujourd'hui sont assez puissants par rapport aux small language models qu'on voyait auparavant il y a 2 ans, notamment sur les instruction following, sur le function calling et également sur le reasoning.
Aujourd'hui, on voit des small language models qui sont capables de raisonner, qui sont les thinking small language models. Et en général, on voit aujourd'hui des small language models qui sont en dessous de 10 milliards de paramètres, qui sont en mesure de dépasser ou égaler les capacités des large language models à 70 milliards de paramètres d'il y a 2 ans. Donc c'est assez impressionnant comme évolution. Ensuite, aujourd'hui, dans le monde agentique, on voit des architectures multi-agents. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs agents qui travaillent ensemble, qui s'orchestrent pour atteindre un objectif particulier. Dans les architectures plutôt agent leader et sub-agents, on peut tout à fait utiliser des small language models comme des petits agents ou des petits sub-agents dans ce type d'architecture où il y a un large language model comme leader et un ensemble de small language models comme des sub-agents. Et c'est une architecture qu'on voit assez souvent. Et ensuite, les Thinking SLM, qui font du reasoning en test time compute, aujourd'hui ont eu des augmentations de capacité dans le math et dans le coding et dans l'instruction following également. Également, les small language models sont plus flexibles parce que vous n'avez pas besoin d'une instance P5 à 8 GPU pour pouvoir héberger un large language model qui est shardé et distribué sur 8 GPU. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser une machine CPU ou une machine à mono GPU pour héberger un small language model. En général, un small language model de 7 milliards de paramètres, par exemple, il faut entre 7 et 14 gigas de mémoire GPU. Ça dépend de la précision que vous choisissez. Et donc, pour ce type de capacité requise, vous pouvez tout à fait utiliser une machine qui est pas significativement grosse pour faire de l'inférence sur de l'EC2, sur SageMaker, sur ECAS. Les choix que vous avez d'ailleurs pour élaborer un petit peu sur les choix que nous avons, donc, il y a les GPU, donc le choix classique et naturel pour l'hébergement de gros modèles de langage. Et puis il y a les puces d'IA qui sont développées par AWS, qui sont Inferentia et Trainium. Et ensuite, il y a les machines CPU, et notamment les CPU de dernière génération de ARM qui sont conçus par Amazon, mais également les CPU d'Intel ont des composants qui sont spécifiquement conçus pour les opérations matricielles et vectorielles, qui sont principalement essentielles pour l'exécution des modèles de deep learning. Maintenant, considérant que vous êtes allé sur Hugging Face ou en ligne et vous avez justement choisi un small language model que vous avez testé localement et ce modèle vous a plu. Donc, comment faire pour héberger ce small language model d'une taille particulière sur AWS? Donc, sur AWS, on organise nos services d'IA générative et peut-être vous avez déjà vu ce slide auparavant. On a 3 couches de la stack d'inférence sur AWS. Donc, si on regarde la première stack, c'est lorsqu'on a, ou plutôt commençons avec la dernière stack, donc le top of the stack, et il y a l'inférence serverless. Et c'est ce que Florian vous a présenté tout à l'heure. Donc, c'est une API que vous pouvez utiliser qui est entièrement managée. Vous pouvez charger un modèle de l'extérieur qui suit une architecture particulière. Donc, par exemple, aujourd'hui sur Bedrock, vous pouvez importer des modèles qui sont Qwen-based, qui sont Llama-based et qui sont Mistral-based. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel modèle fine-tuné ou base model, le télécharger, et vous pouvez le charger dans Bedrock, et du coup, vous pouvez l'utiliser derrière une API qui est entièrement managée, avec un scale to zero, avec de l'autoscaling managé, et du coup, c'est très très simple comme point d'entrée. Donc, prenons l'exemple de Qwen 2.5 VL, par exemple. Vous pouvez le télécharger depuis Hugging Face, vous le chargez sur S3, vous le référencez dans Bedrock, et Bedrock vous propose une API managée avec de l'autoscaling et le scale to zero. Descendons de niveau, c'est là où on va arriver à l'inférence plutôt managée. Donc c'est managé, effectivement, mais ce n'est pas serverless. Donc on va avoir derrière l'inférence gérée des machines, des ML instances, des instances EC2. Donc vous allez payer et vous allez provisionner des machines CPU, des machines GPU ou des machines avec les accélérateurs qui sont conçus par AWS comme Inferentia et Trainium.
Donc là-dedans, AWS gère pour vous toute la partie provisioning, la gestion et le management de l'OS, l'operating system, le patching, le load balancing, mais c'est vous qui gérez en gros la configuration de votre endpoint et de votre déploiement. Donc ça, c'est la stack plutôt, la couche qui est plutôt au milieu. Et Julien aura une démo là-dessus sur une machine CPU avec SageMaker. Ensuite, donc, il y a la dernière niveau, donc la couche basse, si vous voulez. C'est là où on aura des serveurs d'inférence, donc des serveurs de calcul classiques qui sont orchestrés par vous directement ou orchestrés via Kubernetes ou via ECS, dans lequel vous pouvez déployer des Small Language Models. Et dans ce cas, donc, vous avez un large choix de machines, donc CPU, GPU, ainsi qu'une Inferentia et Trainium. Et là-dedans, donc, vous avez tout le contrôle sur l'operating system, sur l'image de la machine, sur les patchs, sur les mises à jour. Et dans ce cas, vous pouvez faire ce que vous voulez sur ces machines. Vous pouvez télécharger le modèle directement sur la machine. Vous pouvez lancer un container Docker avec l'image que vous souhaitez, que ce soit VLLM ou TGI ou Lama CPP ou Lama, etc. Et puis, vous hébergez le modèle et c'est vous qui gérez l'autoscaling avec l'autoscaler que vous voulez, que ce soit Carpenter, de l'autoscaling, comme vous voulez. Donc là, vous avez vraiment le niveau de contrôle le plus élevé en termes de configuration, de scaling et de contrôle. Donc maintenant, on va aller pour voir la présentation de Julien qui va nous montrer comment vous pouvez héberger des Small Language Models sur des machines CPU ARM et également des machines CPU en Intel. Donc ça va être pour toi, Julien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Oussama de m'avoir invité. Alors, je m'appelle Julien, je travaille pour une start-up américaine qui s'appelle Arcy. Je travaillais auparavant chez Hugging Face et AWS, on s'est peut-être croisés dans une autre vie. Donc, je voudrais d'abord bien vous faire toucher du doigt les problématiques qu'on peut résoudre avec des Small Language Models. Et puis ensuite, on passera à la démo. Donc, le problème qu'on résout, c'est celui-là. Il est très facile à comprendre. Initialement, il y a 2 ans et quelques, lorsque OpenAI et d'autres ont commencé à lancer des modèles, tout le monde s'est rué sur l'expérimentation. C'est une très bonne chose. L'expérimentation, c'est facile. Il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème de coût, il n'y a pas de problème d'échelle. On coupe les virages, etc. Et puis ensuite, on est passé en production. Et là, moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de clients qui étaient dans le scénario de gauche et qui me disaient, bon, techniquement, on arrive à faire ce qu'on veut faire, parce que ces modèles sont de bonne qualité. Par contre, traverser le firewall ou le VPC, ou sortir de notre environnement contrôlé, ça nous gêne. Le coût à l'échelle nous gêne assez vite, parce que le pay per token, c'est très sympa, jusqu'à ce qu'on commence à le multiplier par des milliards de tokens. Et puis, lorsqu'on est une entreprise avec un domaine d'activité, des cas d'usage assez profonds, finalement, on se rend compte que ces modèles sont à court de connaissances assez rapidement. Et donc, le problème que résolvent les SLM, et en particulier les SLM d'Arcy, c'est ça. C'est que vous pouvez déployer les modèles vous-même sur votre infrastructure. Donc ça peut être votre VPC, mais on a des clients qui déploient on-prem. Je dirais ça peut même mettre le laptop, si on veut aller jusque-là. Donc aucun problème de compliance, aucun problème de sécurité, aucune data qui sort de votre environnement. On peut adapter facilement les modèles au cas d'usage. Oussama l'a bien dit, c'est des petits modèles. Donc ils sont spécialisables. Alors on peut faire du fine-tuning, mais on peut faire d'autres techniques. Arcy a développé toute une stack de post-entraînement avec du model merging, model distillation. Donc le fine-tuning n'est qu'un aspect du sujet, mais en tout cas, on peut le faire. On peut aider le client à le faire, ou le client peut le faire lui-même, s'il a les compétences. Et à chaque fois qu'on l'a fait, on a dépassé les performances de ces gros modèles sur le cas d'usage précis. Donc aujourd'hui, c'est un fait acquis que on peut prendre un modèle de base de bonne qualité, de 7 à 10 milliards de paramètres, peut-être même moins, de le post-entraîner
sur un cas d'usage précis avec des données de bonne qualité, et on peut dépasser la qualité de GPT-4, 4.5. Je ne vais pas dire trop de mal de Claude aujourd'hui, mais j'aime bien le modèle, mais on arrive à le battre aussi. Et puis, comme ce modèle est petit, et Oussama l'a bien expliqué, on a une large palette d'infrastructures pour le déployer. Donc, si on veut déployer à très grande échelle, bien sûr, on peut le déployer sur GPU, mais on pourrait même envisager de le déployer sur les plus petits GPU disponibles sur AWS. Moi, je déploie souvent sur des G6E, c'est ma plateforme préférée en GPU. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ces modèles-là. C'est facile à scaler. Mais vous pouvez même envisager de le faire sur CPU, comme vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà, en gros, je dirais pour utiliser un terme que j'aime moins, la proposition de valeur. Voilà pourquoi les entreprises s'intéressent au SLM en général et au nôtre en particulier. Donc si on résume un petit peu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous entendez parler à tour de bras des SLM? J'ai cité l'article que tu as mentionné, Oussama, que tout le monde... alors tout le monde l'a vu sur LinkedIn, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais je vous encourage à le lire. Alors nous, on le disait depuis 3 ans, bon, parce qu'on était convaincus, voilà, on avait notre historique Hugging Face et on était bien convaincus de la valeur des SLM pour l'entreprise. Bon, on est content d'avoir Nvidia dans notre camp pour une fois. Et donc, vraiment, pour résumer les points clés, c'est vous pouvez déployer où vous voulez, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur site, que ce soit at the edge. Vous verrez la démo que je ferai tout à l'heure. J'expliquerai pourquoi on en est arrivé à construire ce projet. C'est entièrement sécurisé et, on va dire, conforme, au sens conformité, dans le sens où vous pouvez garantir par construction qu'aucune donnée ne quitte votre environnement. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller appeler une API externe. Et même pas un VPC endpoint. Voilà, rien ne sort de votre VPC. Vous pouvez optimiser le modèle pour le cas d'usage en termes de connaissances, en termes de coûts et d'infrastructures. Et puis, bon, ça a déjà été dit, mais vous pouvez les scaler beaucoup plus facilement parce que quand vous travaillez avec un modèle qui fait 5-6 milliards de paramètres, bon, ben, il y a moins d'opérations mathématiques à effectuer pour passer de l'entrée à la sortie. Donc, vous avez un temps de latence qui est réduit et un scaling qui est généralement meilleur. Alors, prenons un exemple. Alors, on a pris cet exemple bancaire parce qu'on parle à beaucoup d'organisations dans le monde de la finance qui sont des gros consommateurs d'IA, comme vous le savez. Donc là, on a une liste d'une centaine de cas d'usage dans le monde bancaire. Alors, il y a des gens du monde bancaire, finance, assurance. Voilà, c'est bien. Bon, merci. Bon, voilà, donc vous allez en reconnaître quelques-uns. Vous en avez peut-être 500. Voilà, nous, on en a pris une centaine qu'on a vu émerger dans des discussions clients. Et on s'est dit lesquels ont le plus souvent, alors, il ne s'agit pas d'avoir une règle absolue, mais en général, lesquels vont impliquer des données sensibles, c'est-à-dire des informations personnelles, donc des informations sur vos clients, des informations liées à la propriété intellectuelle de votre organisation, dans des infos assez sensibles, confidentielles sur vos produits, vos politiques de prix, enfin, tout un tas de sujets comme ça, dont a priori vous n'avez pas envie que ça se balade. Bon, ben, quand on fait l'analyse, en fait, on en enlève à plus de 70%. Ce qui veut dire que si vous avez une équipe, mes amis bancaires, finance dans la salle, ont une équipe compliance, risk management, fort sympathique, mais voilà, très attentive à ce genre de sujet. Et donc, par construction, ils ne vont pas être très enthousiastes à l'idée que ces cas d'usage soient envoyés à des modèles externes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ça veut dire que dès le départ, vous avez au moins 70% des cas d'usage qui vont nécessiter des discussions pénibles, des contre-mesures de sécurité, de l'anonymisation, etc., etc., si vous utilisez des LLM. Donc, l'alternative, c'est évidemment de se dire, bon, au lieu si on a envie de faire les 100%, on peut peut-être utiliser des modèles qui, eux, ne posent pas ce problème et passer plus de temps à construire le bon produit et la bonne expérience utilisateur plutôt que de passer son temps dans des réunions de compliance et de meeting et de risk management, que vous serez peut-être obligé de faire dans tous les cas, mais qui se passeront peut-être un peu mieux. Donc, notre offre aujourd'hui, si vous voulez
une définition simple pour RC, on est un laboratoire de recherche. On construit des foundation models. Alors, je suis désolé, j'ai pas de version française pour ça. Je n'osais pas dire des modèles de fondation ou des. Bon, bref, je sais bien qu'il faut traduire, mais je suis resté sur la version anglaise. Donc, on entraîne des modèles à partir de zéro. Donc, on conçoit l'architecture. On maîtrise 100% du jeu de données. On fait énormément de nettoyage sur les modèles, sur les jeux de données, parce qu'un des problèmes que la plupart des clients nous ont remonté, c'est au-delà du risque d'envoyer des données à l'extérieur on va dire, du VPC, c'est que le modèle génère des réponses qui contiennent de la propriété intellectuelle appartenant à d'autres. Donc tous les modèles sont entraînés sur à peu près les mêmes corpus. On sait que tous ces modèles vont contenir des données qui appartiennent à d'autres, sans évidemment que la propriété intellectuelle soit respectée. Bon, alors, ça peut être Harry Potter, mais ça peut être pire que ça. Et donc, nous, aujourd'hui, on doit avoir plus de 10 trillions de tokens complètement propres, donc complètement nettoyés, sur lesquels on peut entraîner nos modèles. Donc, il n'y a pas toutes les stupidités de Reddit et compagnie, donc ça, c'est déjà un point positif. Mais surtout, il n'y a pas de propriété intellectuelle externe. Et on fait ça en passant beaucoup de temps à nettoyer les données et à générer de la donnée synthétique de manière intelligente. Nos modèles sont open weight, donc vous les trouverez sur Hugging Face. On a annoncé il y a quelques semaines que tous nos modèles, à partir de maintenant, auraient une licence à page de 0. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser gratuitement, les télécharger sur Hugging Face et les utiliser à votre guise. Je conclurai tout à l'heure en vous expliquant peut-être un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les fine-tuner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Okay, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont déployables partout. Donc, on est un labo de recherche. La majorité de l'équipe est composée de chercheurs et d'ingénieurs. On a un certain nombre, comme je disais tout à l'heure, de librairies, notamment le post-entraînement qu'on a partagé sur GitHub. Donc, si vous avez entendu parler de MergeKit, qui a entendu parler de MergeKit? Ouais, une ou deux personnes, ok. Bon. C'est une technique un petit peu spéciale, je vous l'accorde. Donc la fusion de modèles, bon, il y a une librairie aujourd'hui qui est communément acceptée pour faire ça, qui s'appelle MergeKit, et c'est nous qui l'avons créée. Donc elle est sur GitHub. Voilà, donc on entraîne les modèles de A à Z, tout est fait chez nous, et puis on a un ensemble de toolkits supplémentaires pour aider les clients justement à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire à partir d'un jeu de données de très bonne qualité, mais peut-être restreint, à augmenter l'ensemble de données pour non seulement en avoir suffisamment pour le post-entraînement, mais surtout maintenir la qualité. Parce qu'avoir beaucoup de données, c'est très facile. Avoir des données de bonne qualité et des données qui ne vont pas vous poser de problème par la suite, ça, c'est plus difficile. Voilà, donc on a un ensemble de toolkits. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On travaille avec essentiellement des grosses entreprises. Donc là, il y a quelques logos qui sont ceux que j'ai eu le droit de mettre. Vous en reconnaîtrez la plupart. Et on est soutenu à la fois par des VC et des investisseurs industriels d'assez bonne qualité. Voilà, notamment on a Prosperity 7, enfin P7 qui est le VC d'Aramco en Arabie Saoudite. Voilà, Wipro, Hitachi et quelques autres. Donc pour l'instant on a de l'argent dans les caisses, on peut continuer. Donc nos modèles, donc Oussama a parlé d'AFM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AFM? On n'est pas très imaginatif. Ça veut dire RC Foundation Models. Voilà, on s'est dit qu'on allait prendre des noms descriptifs. Donc, notre objectif, c'est de faire des modèles qui restent petits, mais qui vont, de base, égaler ou surpasser les meilleurs modèles disponibles en open source ou en open weight des autres labos. Tout en amenant également la garantie qu'on n'a pas de données sales, entre guillemets, dans le modèle. Donc, je vous montrerai des benchmarks juste après. Ils sont personnalisables, ça c'est important, je l'ai dit. Donc, open weights, à page de 0, disponible sur Hugging Face. Et ils sont entraînés aux États-Unis, ce qui est important parce qu'on constate aussi une certaine réticence des entreprises. Alors, on est une société américaine, donc
une réticence des clients américains, mais pas seulement, à utiliser les modèles construits en Chine. Voilà, je ne ferai pas de politique, mais les Qwen, qui sont de bons modèles, donnent des sueurs froides à pas mal d'organisations pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais donc avoir des modèles, avoir une alternative, on va dire occidentale à ces modèles-là est important pour un grand nombre d'organisations. Voilà, donc on a une série de blogs, je vous laisserai les regarder. Les modèles sont sur Hugging Face, donc le modèle dont on va parler aujourd'hui, qui est notre premier modèle de fondation, s'appelle AFM 4.5B, 4,5 milliards de paramètres. Et on l'a sorti il y a peut-être 2 mois maintenant. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Donc là, vous voyez un benchmark d'AFM 4.5 sur les benchmarks habituels, MMLU, etc., GSM 8K, enfin les classiques. Donc là, j'ai mis les benchmarks face au modèle de Llama. Donc on a le 1 milliard, le 3 milliards et le 8 milliards. Donc vous voyez déjà, on parle beaucoup de SLM. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent maintenant, oui mais SLM c'est moins de 1. Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas qui a décidé ça, mais bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi ce que je vois, c'est qu'avec notre modèle, par rapport à un modèle de 1 ou un modèle de 3 milliards, on amène une performance très très supérieure. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces benchmarks, les écarts, bon, c'est difficile de comprendre ce que veulent dire ces écarts, mais ne serait-ce qu'un point d'écart, c'est déjà énorme. D'accord? Voilà, MMLU, un point d'écart, c'est déjà énorme. Donc là, vous voyez, oui, un 3B est un peu plus petit qu'un 4-5B, mais les perfs sont quand même très, très, très inférieurs. Bon, donc finalement, le budget infra pour un 4.5, c'est à peu près le même que pour un 3. Autant utiliser un 4.5. Donc il y a un vrai écart par rapport au plus petit. Et si on compare au 8B, bah, vous voyez que, alors à part sur Arc, où il y a un petit écart, on bat Llama 3.1 8B, qui est un excellent modèle, entraîné par une organisation qui a les poches un peu plus profondes et des équipes un peu plus grandes que les nôtres. Donc on doit avoir une façon intéressante de faire les modèles. Voilà, j'ai des benchmarks un peu équivalents sur Qwen et Gemma, où on voit que AFM est également parfaitement compétitif. Donc une fois de plus, j'insiste, ces nombres-là, ils sont intéressants, ça donne un ordre de grandeur, etc. Mais plus que ça, ce qui importe, c'est que ces modèles-là sont parfaitement propres. Voilà. Et ça, c'est essentiel pour la plupart de nos clients. Alors, on va essayer de les voir un petit peu en action. Donc, Oussama l'a bien expliqué, on peut déployer ces modèles n'importe où, c'est des modèles Hugging Face, donc voilà, vous utilisez Transformers pour les charger, vous utilisez n'importe quel serveur d'inférence. Si vous voulez TGI, vous prenez TGI. Si vous voulez VLLM, vous prenez VLLM. Si vous voulez SGLang, vous prenez SGLang. Enfin, Llama CPP, tout ça marche. On a fait le travail pour que le modèle soit supporté. Et puis après, en termes d'infrastructure, sur AWS, Dieu sait que vous avez le choix de plateforme entre les GPU, les CPU, etc., etc. Donc, je vais vous montrer 2 démos. Je vais vous montrer d'abord donc AFM 4.5 sur SageMaker, sur Graviton, ce qui a été, il y a une petite histoire derrière, mais rassurez-vous, je vais vous la raconter. Et puis ensuite, je vais vous montrer une application qu'on a conçue, cette fois avec AFM sur une instance AWS CPU Intel, avec OpenVINO comme serveur d'inférence. Alors, ceux qui connaissent mon casier judiciaire savent que j'ai fait un peu de SageMaker dans ma carrière. SageMaker est un service intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il manque un truc depuis des années, c'est qu'il n'y a pas moyen de déployer un SLM, on va dire un modèle Hugging Face pour faire simple. Il n'y a jamais eu moyen de déployer un modèle avec un container CPU sur SageMaker. Il y a le GPU, il y a Inferentia, il y a Trainium, vous pouvez prendre le container AWS, vous pouvez prendre le container Hugging Face de TGI, etc. Mais jamais personne n'a voulu m'écouter et n'a voulu faire un serveur, enfin un container CPU pour les modèles Hugging Face. Donc, j'en ai eu assez de demander, j'ai fini par le faire. Donc, j'ai un projet sur GitHub
où j'ai développé un container qui va servir des modèles Hugging Face sur CPU, sur SageMaker. Bon, évidemment, comme c'est un container, c'est la note que j'ai mise là, c'est un container, donc il marche sur SageMaker parce que j'ai mis la couche de glue nécessaire pour qu'il marche sur SageMaker. Et évidemment, il marche dans n'importe quel environnement Docker. Okay, vous pouvez prendre le container, le faire tourner sur votre laptop. À partir du moment où vous avez un CPU ARM, si vous avez un Mac, moi j'utilise ça tous les jours, ça marche très bien. Et si vous avez un CPU Intel relativement moderne, ça marchera très bien aussi. Okay, donc oui, le projet s'appelle SageMaker parce que la source de mon agacement venait de SageMaker, mais en pratique, ce container marche partout. Ok, donc voilà. Alors, en avant. Alors, la vidéo, est-ce qu'elle démarre? On va se faire avoir. Non, elle démarre pas. Ok. Donc, ce notebook, il est dans le projet GitHub également. Donc, vous l'aurez si vous le souhaitez. Donc ici, on va faire comme on fait d'habitude. Alors, attention, clic. Ah, là, ça bouge. Ok. Donc, ça commence comme n'importe quel notebook SageMaker. On importe le SDK SageMaker. On utilise le container que j'ai buildé pour ARM64. Il va tourner sur donc une